Ils sont motivés là. Donc on va faire l'appel. Guérin Yannick présent. Gabriel Germain. Présent. Coralie Morvan. Présente. Albert Marel. Présent. Michelot Varenne Cathy. Présente. Grégory Allenbach. Présent. Alexandre Heidesheim a donné pouvoir à Gabriel Germain. Fabrice Matois. Présent. Fabienne Maillefer, Casolaro. Présente. Michel Fratt a donné pouvoir à M. Fabrice Matois. Béatrice Belmonte. Présente. Frédéric Lagescar. Présente. Natacha Arnaud. Présente. Bruno Rousseau. Présent. Nathalie Baul. Présente. Stéphanie Gendron a donné pouvoir à Albert Marel. Didier Chambeux. Oui, présent. Ludovic Laforêt a donné pouvoir à Frédéric Lagescar. Éric Poirier. Présent. Céline Matonnet a donné pouvoir à Éric Poirier. Didier Debarge. Présent. Philippe Chabanon. Présent. Valérie Merle a donné pouvoir à Didier Debarge. Fernand Denard. Absent. D'accord. Laurine Closon a donné pouvoir à Éric Poirier. Donc le fichier n'était pas lisible, mais... Merci monsieur le maire. Non, je régularise dans la journée. il n'y a aucun souci. Anne Pevrel a donné pouvoir à Philippe Chabanon. Christiane Hardy a donné pouvoir à Fabienne Casolaro-Maillefer. Christophe Ollier. Présent. Florence Iacono a donné pouvoir à Lydie Chambeux. Alors, en raison de l'approbation des comptes sur laquelle je ne peux pas prendre part, et que je ne peux pas présenter, c'est M. Gabriel Germain qui va prendre la présidence de ce conseil municipal. Il ne faut pas t'embêter, ça c'est bon. Bon, très bien. Donc c'est toi qui prends le... On me dit Ok. C'est l'approbation. Voilà, c'est ça. Non, ouais, c'est bon. Donc on va procéder donc S'il vous plaît. à l'approbation donc du compte rendu du précédent conseil municipal du 22 février 2022. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc maintenant nous allons élire donc une secrétaire de séance. Ou un secrétaire, voilà. Donc ce serait monsieur Christophe Ollier. Oui. Pour mettre au vote. Oui. Oui, d'accord. Donc qui est contre? Moi. Qui s'abstient? Donc à l'unanimité. Bravo, Chris. Donc rapport numéro 1, donc approbation du compte de gestion 2021 de la commune. Rapporteur monsieur Albert Marel. Alors le compte de gestion, c'est le compte qui est réalisé par le trésorier. Nous allons passer rapidement sur ce rapport parce que les chiffres sont heureusement les mêmes que sur notre compte administratif. Et on va passer au point 2. On votera, si vous voulez bien, les deux en même temps. D'accord ? Entendu. Donc on va approuver le compte administratif 2021 de la commune. Vous avez reçu en annexe du rapport des éléments détaillés. Je ne vais pas vous ennuyer à balayer toutes les sections, mais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous présenter le compte administratif 2021. On démarre par la section fonctionnement, les dépenses de fonctionnement. Agnès. C'est bon? Les charges à caractère général représentent 35% des dépenses réelles. Nous avons réalisé 3 238 113 €, sur un taux de réalisation de 85%. Alors, le taux de réalisation, c'est ce qu'on compare le budget au réalisé. Là, on est sur du compte administratif, donc c'est du réalisé. Par rapport à 2020, on a réduit les charges de 107 523 €. Donc 3,2% de moins sur les charges à caractère général. En réalité, c'est tout ce qui est les achats, le fonctionnement courant de
de la commune, des services. Les charges du personnel, elles représentent 53% des dépenses. On a réalisé 4 849 581, un taux de réalisation à 99%. Donc très précis en termes de budget. Par rapport à 2020, on a une augmentation de 87 947 €, 1,85% de plus. Elle est liée principalement au glissement vieillesse technicité, à la création des postes informaticiens et communication. L'objectif de ces postes, on en a déjà parlé, mais on le répète, est d'internaliser certaines prestations et réduire nos charges à caractère général. Donc si on regarde, si on constate que l'augmentation des charges de personnel, 87 900 €, et la réduction des charges à caractère général, 107 523 €. Donc on a bien atteint notre objectif. Les autres charges à gestion courante s'élèvent à 491 000. Donc 60 000 € de subvention à la caisse des écoles, 61 000 au Sivan de l'Arc. Les charges financières, intérêts de la dette, restent relativement élevées pour 423 366. Et elles sont bien sûr en constante diminution, puisque les intérêts baissent tous les ans et le capital manque. Les charges exceptionnelles s'élèvent à 146 696. C'est le remboursement qu'on a voté des titres qui étaient vachement anciens. On a voté ça le 10 décembre 21. Grâce à des déductions du chapitre 14, c'est-à-dire les pénalités SRU, ne s'élèvent qu'à 37 769 €. On en avait aussi parlé, on a vendu moins cher des terrains, ce qui on a pu réduire de nos pénalités SRU. Au total, par rapport au budget voté, les dépenses réelles de fonctionnement sont réalisées à 92%. On progresse dans la justesse de nos prévisions. Nous étions à 85% l'année passée. Les recettes de fonctionnement. Donc les recettes ont été réalisées à hauteur de 10 259 902 €. Donc un taux de réalisation de 100,4%. 0,4% de plus que le prévu. Mais les inscriptions budgétaires ont été prudentes. Parce qu'on n'a pas reçu les produits de la CAF, 70 000 €, zéro encaissé. Les remboursements des frais de la métropole, on avait prévu 153 000, on a reçu 83 000. Par contre, d'autres encaissements ont été conformes aux prévisions. L'attribution de la compensation de la métropole, 3 108 425. Les dotations de l'État, 600 237 en DGF et 130 256 en DSR. Une bonne nouvelle, le dynamisme du marché de l'immobilier nous a permis d'encaisser 531 500 droits de mutation. On avait inscrit 390 000 €. Pour se résumer, dans la section de fonctionnement compte administratif 2021, malgré un contexte difficile, on obtient un excédent de fonctionnement de 813 702 €. Cet excédent nous permet de rembourser le capital de la dette qui était l'année passée à 757 441 sur la section d'investissement. Donc c'est le minimum et c'est bien. La section investissement. Les dépenses de la section investissement s'élèvent à 4 165 000. Donc, monsieur le maire, la séance précédente vous a détaillé tous les projets qu'on avait fait sur l'année 2021. Donc, en gros, les dépenses d'équipement, on en a pour 3 158 000, avec bien sûr la place Caire qui pèse 41%. Ensuite, on a subventionné des logements sociaux de Midi-Fer à hauteur de 104 000. Et on a le remboursement du capital d'emprunt qui est de 757 441. Au niveau des recettes, 1 757 000, les subventions du département pour 963 941, la FCTVA de l'année d'avant 239 000, donc on récupère une partie de la TVA. Les opérations pour le compte de la métropole à hauteur de 118 000 € et des excédents de fonctionnement qu'on a récupérés de 88 000, c'est un versement qui se passe à l'année N+1, et la taxe d'aménagement pour 85 000. Donc suivant notre engagement, on n'a contracté aucun emprunt cette année pour financer nos projets. Au total, on a un déficit d'investissement de 2 408 308, auquel il faut retirer 175 169 € d'excédent de l'année précédente. On avait un excédent positif l'année précédente, c'est très rare. Et un résultat de clôture déficitaire à 2 233 139 qu'il faudra piocher quelque part. On va le voir où est-ce qu'on le prend. En conclusion,
Bien entendu, les comptes de résultats du conseil du compte administratif sont identiques aux comptes de gestion du trésorier, c'est obligatoire. Pour l'année 2021, le résultat de la section fonctionnement de 813 702 et le résultat de la section d'investissement de moins 2 408 308. Avec les excédents de fonctionnement et d'investissement, le résultat de clôture avant affectation des restes à réaliser est de 2 750 146. Le total des restes à réaliser est à 534 424. Donc on clôture l'année avec 2 700 moins 534, 2 215 722 euros. Donc on démarrera l'année prochaine avec 2 215 722 euros. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible, le plus synthétique. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Sinon, Monsieur le Président nous fera voter. Donc des questions. Donc nous allons procéder donc au vote pour le rapport 1 et 2. Hein, Non, oui. D'abord le 1. Le 1. Ouais. Donc pour le rapport 1, donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Ouais, c'est ça. Reviens, hein. Donc pour le rapport du numéro 2, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc également donc, adopté à la majorité. Donc donc rapport numéro 3, donc affectation du résultat du compte administratif 2021 de la commune. Le rapporteur, donc monsieur Albert Marel. Donc on reprend la suite de tout à l'heure. On avait fini avec un résultat de clôture de 2 215, donc on aurait retombé sur nos chiffres. Donc on avait 4 983 258 euros de résultats cumulés. On transfère 2 767 563 euros à la section d'investissement pour financer les déficits qu'on a détaillés tout à l'heure, 2 233 et un besoin de financement sur les restes à réaliser de 534, donc ça nous fait 2 700 000. Et le solde sera placé sur les excédents de fonctionnement antérieurs reportés pour un montant de 2 215 722. Donc je vous disais tout à l'heure, on démarre l'année avec 2 215 722 euros. Avez-vous des questions sur l'affectation des résultats? Donc pas de questions, donc on va procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Donc rapport numéro 4, donc le vote des taux d'imposition exercice 2022. Donc monsieur Albert Marel, toujours. C'est ma journée. Donc la fiscalité locale ne sera pas changée. Les taux sont proposés au vote à l'identique à ceux de 2021, ce qui correspond aussi à notre engagement de campagne. Donc la taxe foncière sur les propriétés bâties 38,49%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,56%. On reste sur les taux identiques. Il faut noter que les bases fiscales sont liées à l'inflation. La commune touchera un produit fiscal de 4 980 906 euros, une augmentation de 171 000 euros, 390 par rapport à l'année précédente, 3,5%. Donc ces 3,5%, on va les payer sur la taxe foncière. Donc on ne touche pas nos taux, mais comme les bases montent, tous les citoyens paieront plus de taxes foncières. Voilà. Donc on vote le maintien du niveau de nos... Des questions? Bien, donc on va procéder donc au vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Donc rapport numéro 5, donc le vote du budget primitif 2022 de la commune. Donc le rapporteur monsieur Albert Marel. Donc on vient de voter le compte administratif.
Le budget primitif 2022 va intégrer le résultat antérieur. Ce qu'on a vu tout à l'heure, et les reports de la section investissement de l'année aussi précédente. Donc le budget primitif que nous vous proposons ce soir s'équilibre en dépenses et en recettes, parce que ça c'est obligatoire. 12 731 873,40 € pour la section fonctionnement, 8 602 113,23 € pour la section investissement. Donc cette année on a un budget de 21 333 986 € en gestion. On va détailler le budget primitif. Tout d'abord pour la partie fonctionnement. Donc on a optimisé les dépenses pour absorber l'augmentation des fluides et afin de pouvoir conserver des marges de manœuvre en investissement. On rappelle souvent qu'il nous faut dégager au minimum le capital de la dette qu'on paye en invest. Donc au total, les dépenses de fonctionnement réel augmentent de 2,1% par rapport au budget total de 2021. Le BP qu'on avait voté, les décisions modificatives qu'on a votées aussi en cours d'année. Donc 2,1% sur les dépenses en global. La masse salariale, le budget proposé est à 5 061 625, une augmentation de 3,1% par rapport au budget de 2021. Cette augmentation est liée aux frais de remplacement face aux absences, à l'augmentation du SMIC, à la valorisation des grilles indiciaires, au glissement vieillesse technicité et à l'augmentation de l'assurance du personnel, dont on a déjà parlé au conseil municipal précédent. Il faut savoir que, mis à part la mission mobilité, qui est une mission et qui n'est pas une embauche définitive, aucun poste supplémentaire n'est créé. Un petit commentaire, l'augmentation de la masse salariale est devenue un problème. Si l'inflation continue et que l'État n'augmente pas ses dotations, nous commençons à nous poser des questions structurelles. Les charges à caractère général. Le budget est proposé à 3 980 287 €. 3,4% d'augmentation par rapport au BP de 2021. L'augmentation des tarifs de l'électricité est très forte, on en a déjà parlé, donc on passe de 311 000 à 600 000. Donc il a fallu trouver des petites économies, puisqu'on augmente nos charges que 230 000 €. Les intérêts de la dette diminuent naturellement, 392 119 €. Et cette année, on a des pénalités SRU qui sont au niveau très élevé, parce qu'à 212 374 €, vous le savez qu'on a un taux de réalisation des logements sociaux qui est bas, à 8% pour 25 exigés. Et cette année, on n'a pas de déduction à faire. On en aura une l'année prochaine. Ça correspond aux 2 années sur lesquelles l'année où on n'avait pas fait l'opération. Oui, on n'a pas d'opération. Puisque les 104 000 € qu'on a versés pour Midifert seront de l'année prochaine. Les dépenses sont prévues à hauteur de 10 159 477 €. Auquel il faut ajouter 1 524 000 de virement à la section d'investissement, 288 240 d'amortissement, 760 000 € de dépenses imprévues. Donc on a bien un total de 12 731 837 €. Côté recettes, elles augmentent 3% par rapport au budget total de l'année précédente. Donc on a parlé de l'augmentation de la fiscalité, 171 390 €, ce qui pèse à peu près 3,5%. L'attribution de la compensation métropole est restée au même niveau, 3 108 425 €. On a reçu très récemment les notifications de la DGF, donc elle sera malheureusement plus basse que l'année précédente, 681 861 €, 49 000 € de moins qu'en 2021. On a fixé les droits de mutation, on les a prévus à 500 000 €. L'année passée, on était légèrement plus haut, mais on a dit peut-être qu'il va y avoir une petite baisse. Donc on a des recettes réelles à 10 467 591, auxquels on ajoute les résultats qu'on a vus tout à l'heure de 2 215 722. Donc on a bien une section fonctionnement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à 12 731 873,40 €. Ensuite, on va passer sur la section investissement. Donc je vais passer
pour toute la partie projet et les investissements, je passe la parole à monsieur le maire qui va vous détailler tout ça. Après je reprendrai la suite. Donc par rapport à tout ce qui vous a été expliqué par Albert, vous avez bien compris que la situation est quand même nous laisse assez perplexe, c'est-à-dire que dans une période où on arrive à serrer au maximum nos dépenses, il y a des décisions d'État notamment qui sont prises pour relever, et c'est très bien pour les gens qui travaillent, relever les points d'indice. Il y a des glissements de vieillesse qui sont importants, il y a des augmentations d'assurance pour les salariés, tout autant de choses qui font que d'un côté on fait des économies, de l'autre côté la facture monte. Elle monte au niveau des salaires, elle monte au niveau aussi des exigences de l'État, j'y reviendrai, parce que c'est un point très important. Mais tout ça pour vous dire, c'est que on se demande comment on peut arriver à continuer à économiser, à serrer les cordons de la bourse et en même temps avoir des exigences en termes de dépenses qui augmentent et qui deviennent assez hallucinantes. Si on y ajoute la situation au niveau énergétique, là, on s'aperçoit qu'on va avoir plus de 100% d'augmentation d'énergie, ce qui est énorme pour une commune comme la nôtre, du fait qu'on adhère aujourd'hui au SMED et qu'on puisse, par le biais du SMED, avoir quand même une assurance d'un contrôle d'une augmentation. Je vous dis, ça a l'air bizarre quand on dit qu'on augmente de 100%, mais il y a des communes aujourd'hui où ils font face à des augmentations de quasiment 400%. Voilà, donc je peux vous garantir qu'il y a certaines villes, je vais prendre un exemple, mais la ville de Marseille, tous les mois, ils vont avoir un surplus de 1 million d'euros de factures énergétiques par mois. Voilà. Donc vous imaginez bien qu'on en a déjà parlé, mais ça peut conduire à beaucoup de choses. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place à la fois par les services et par les élus, parce que nous on voit nos services tous les jours, on travaille avec eux, et je dis ça avec beaucoup de bienveillance, parce que malgré tout, c'est quand même, je tenais quand même à dire que c'est quand même quelque chose d'assez déstabilisant, et pour moi quelque chose j'essaie de contenir un petit peu ma colère, mais quand on voit que des personnes d'opposition s'amusent sur les réseaux sociaux à écrire des chansons sur le service d'état civil, parce qu'il y a des gens qui ont de longs mois d'attente pour avoir un rendez-vous, je veux juste vous dire que ces gens-là se font à longueur de journée insulter au téléphone, et que c'est très compliqué d'inciter les gens à se foutre de leur gueule. Voilà. Donc je tenais quand même à vous le dire, parce que c'est très facile de le faire derrière les réseaux sociaux, et de le faire sous le ton satirique, des choses comme ça, mais c'est quelque chose de complètement amoral. Voilà. Je tenais quand même à vous le dire. Voilà. Excusez-moi, parce que c'est quelque chose qui tient à cœur quand même. Il fallait que je vous le dise. Les forts investissements de l'année 2022, ce qui se caractérise par la finalisation d'investissements qui sont déjà programmés en 2021 et qui seront réalisés en 2022, ces opérations suivantes seront finalisées, notamment, principalement bien entendu, la finalisation des travaux de la place Caire, avec 1 870 260 de crédits restants réalisés sur cette opération auquel nous avons rajouté une nouvelle somme de 137 580 €. Il ne nous a pas échappé que dans cette période, en plus de ça, il y a des difficultés d'approvisionnement en matériaux, des hausses de prix des matériaux qui font que c'est très compliqué. Et franchement, sur une aussi grosse opération, je trouve qu'on s'en sort pas mal pour l'instant au niveau timing et au niveau du travail réalisé. Bien entendu, c'est à la fin, quand on prendra les clés, qu'on saura tout ça, mais je pense que d'après le travail qui est fait, le retour qu'on a, on est quand même pas mal. Il y a la rénovation des cours de tennis au printemps 2022 pour la somme de 98 400 €. Les travaux de sécurisation routière pour la somme de 116 000 € avec une subvention obtenue en 2020. Au total, 2 461 130 € d'investissement qui seront réalisés sur des engagements de 2021. Et de nouvelles programmations 2022 qui sont bien entendu proposées. 362 000 € de travaux de voirie urbaine sur les voies suivantes. Avenue Hector Berlioz, Debussy, chemin Antoine Guillard, rue du Château d'If, mur de soutènement à la montée des airs. Les travaux qui sont en cours de finalisation avec le nouveau prestataire de voirie, puisque nous avons passé un nouveau contrat avec la société Erovia, voilà tout à fait, et qui sont financés via les subventions du contrat du département, du CDDA. Il y a 177 698 € de travaux de voirie qui sont financés dans le cadre des travaux de proximité chemin de la Fontaine de Laurent et allée Victor Gélu. 198 230 € de nouveaux travaux de sécurité routière en lien avec la démarche mobilité. C'est une subvention qui a été obtenue en 2021. 122 000 € pour les travaux au garage anciennement appelé Yemolo en centre-village pour en faire un atelier de réparation participatif
avec une subvention de travaux de proximité obtenue en 2021. Il y a 108 864 € pour la modernisation de l'éclairage public, on en a déjà parlé, des tranches qui seront pluriannuelles, la tranche 2022 avec une subvention obtenue en 2021. 136 000 € de matériel et d'installation pour la salle de spectacle et des festivités avec un financement obtenu en 2021 en aide au développement de la pratique culturelle et artistique. Voilà, il faut savoir que, bien entendu, sur une salle de spectacle, il y a du matériel qui, à un moment donné, devient obsolète et même parfois qui n'est plus réglementaire. Le fait de le prévoir en avance nous permet de monter des dossiers, de pouvoir faire face progressivement pour ne pas avoir un matériel qui devient obsolète et inutilisable. 84 350 € de matériel et équipement pour les services techniques, avec un financement obtenu avec le plan énergie-climat pour les appareils électriques et les matériels type bouton. Alors le matériel type bouton, c'est ce matériel qui va nous permettre... Aujourd'hui, on voit qu'on a quand même personnellement, moi je trouve qu'on a un très beau travail d'entretien au niveau des voiries végétales, mais c'est vrai que parfois les finitions, on n'a pas les outils qui nous permettent d'aller enlever les petites herbes, les petites saletés sur les coins, les angles, et il y a de la surface, donc on a aussi investi pour pouvoir avoir les systèmes qu'on appelle les gloutons, qui permettront aussi d'aller un peu plus en précision sur ces nettoyages-là. Et de gagner du temps aussi, puisqu'on n'a pas des services qui est extensible. 190 000 € d'investissement en matériel informatique afin d'équiper au mieux les services et de refondre les infrastructures et les systèmes de sécurité réseau. Des financements qui sont en cours de demande, notamment avec l'aide à la Provence numérique du département. Il y a notamment aussi, il y aura des travaux, alors non seulement on va réhabiliter au niveau des écoles, comme on s'était engagé à la fois sur notre programme, mais comme on le fait aussi avec tout ce qui peut nous aider à être en lien avec l'autoconsommation et la transition, mais du coup il y a aussi des opérations d'investissement pour numériser par exemple les tableaux et les tablettes pour les écoliers, donc c'est quelque chose aussi qui sera en cours, une partie déjà sur Jean Giono et puis sur la partie de Jaurès à la suite des travaux qui seront faits de réhabilitation de Jaurès. On a 331 431 € pour l'achat de véhicules pour les services techniques, le portage des repas et le CCFF, donc la réserve communale, avec la subvention plan climat-énergie qu'on a obtenue en 2021 et l'aide à la défense contre les incendies de forêt. Et puis 89 400 € pour la création d'une chèvrerie afin de limiter les risques d'incendie sur le plateau de l'Arbois en lien avec le CDDA. Il y a bien entendu d'autres dépenses d'un montant moins significatif que prévu, et il s'agit par exemple de ce qu'on engage, alors c'est pas visible pour l'instant mais c'est tout à fait nécessaire, ce sont tous les frais d'études pour notamment la réhabilitation de Jean Jaurès dont je vous parlais, oui, aussi pour l'opération qu'on fera sur le fun track pour les pistes pour les jeunes et les moins jeunes qui font du vélo, et donc ça c'est un projet qui nécessite plusieurs subventions de proximité puisque c'est un montant un peu élevé. Donc on a fait la demande pour avoir la deuxième, on a eu la première subvention de proximité, on a fait la demande et on aura probablement la deuxième, et en attendant on a déclenché les frais d'études, et il y aura une concertation aussi pour pouvoir être prêt à faire quelque chose d'efficace dès qu'on aura les moyens et qu'on sera arrivé à ce moment-là. En termes d'études, il y a peut-être d'autres choses là que j'ai oubliées, mais bon, en gros tout est là. Au total, le budget de ces nouvelles opérations d'investissement s'élève à 2 724 875 €, et le remboursement du capital sera pour 2022 de 786 243 €. Voilà, ça c'est pour ce qui est un peu des projets engagés, et il y a d'autres choses qui se mettront en place, mais ça sera plus en fonction de subventions qui peuvent se faire le long de l'année. On reprend sur... C'est bon, je vais reprendre la suite. Très bien, merci. Donc, ce que vous a détaillé Monsieur le maire, donc on arrive entre le report de 2021 et les projets de 2022, on arrive à un total équipement de 5 184 000 €. On rajoute ce qu'il disait, le remboursement de la dette, 786 000 €. Donc on a un budget de dépenses d'investissement à 6 070 000 €. L'année passée, on était à 6 748 000 €, donc on est encore sur une année avec de forts investissements. À ces 6 070 000 €, il faut ajouter 250 000 € de dépenses imprévues, 48 000 € d'opérations d'ordre, c'est des écritures,
et 2 233 000 euros de solde négatif reporté. Donc on arrive bien, si on fait le total, à 8 602 113 euros. Pour réaliser ces investissements, il nous faut des recettes. Donc les recettes sont déclinées de la manière suivante. On va récupérer une FCTVA, donc la TVA de l'année passée payée sur les travaux, 397 000 euros, plus du double de l'année passée, parce qu'on a quand même fait beaucoup de travaux en 2021. Les subventions principales prévisionnelles du département sont de 1 600 000 euros, auxquels il faut rajouter les 1 925 000 euros liés aux investissements réalisés en 2021, qui n'ont pas été payés et où les restants réalisés. Le service foncier a optimisé le patrimoine avec la vente de deux bâtiments Plasquaire, tels qu'ils ont été décidés en conseil municipal du 24 mars 18 mai. Une nouvelle vente d'un terrain à la Verdière est également prévue. Au total, on a inscrit des recettes de 533 970 euros. Donc on a des recettes réelles d'investissement de 6 789 718 euros, auxquels on ajoute 1 524 156 euros de virement de la section fonctionnement et 288 240 euros d'opération d'ordre. Donc on a bien une section d'investissement qui s'équilibre à 8 602 113 euros, 23. Pour conclure, donc on a un budget primitif qui s'élève à 21 333 000, on a dit, donc 12 700 000 en fonctionnement, 8 600 000 en invest. Ce budget est à la fois raisonnable et ambitieux. Pourquoi raisonnable? Car il prend en considération le contexte complexe avec le doublement du prix de l'électricité ou des charges exceptionnelles comme les assurances et des augmentations des salariés. Des choix ont été faits afin d'absorber ces augmentations et de garder une section fonctionnement qui soit capable de financer la section Invest. Néanmoins, nos taux d'imposition restent stables et la charge de la dette diminue. Ambitieux car la commune continue d'investir pour un service public modernisé et une meilleure qualité de vie. Et pour finir, au niveau finances, nous progressons chaque année sur les prévisions et le suivi budgétaire. Cette année, avec le vote des subventions départementales, nous allons pouvoir finaliser notre prospective financière jusqu'à la fin du mandat. Il faut savoir que la stratégie financière est au service de la commune, et principalement pour se donner les moyens de réaliser les projets que nous avions dans notre programme politique. Un énorme travail a été fait sur les projets. Nous avons eu une journée de séminaire où les élus et les techniciens ont repris 39 fiches projets pour les compléter et les planifier jusqu'à la fin du mandat. Ces projets sont chiffrés. Nous continuons à affiner nos prévisions en fonctionnement. L'objectif minimum est de dégager du résultat le capital de la dette plus un excédent. Nous allons augmenter nos recettes en optimisant l'allocation de notre patrimoine, exemple Plasquaire. Nos projets seront financés par les subventions avec une recherche active pour élargir le potentiel, par les excédents de fonctionnement reportés et par la vente raisonnée du patrimoine non locatif. Jusqu'à la fin du mandat, nous n'engageons pas d'emprunt supplémentaire. Voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, avant de passer au vote. Et donc nous allons procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à la majorité. Donc rapport numéro 6, donc, comité social territorial, détermination du nombre de représentants du personnel de la collectivité et maintien du paritarisme. Donc rapporteur, donc monsieur Albert Marel, toujours. Donc, comité social territorial, c'est le regroupement du CT, du comité technique du CHSCT. C'est la loi qui nous le demande de regrouper ces deux instances. Donc, on n'aura plus qu'une seule instance. Les organisations syndicales ont émis le vœu de fixer un nombre de représentants à 3 titulaires et 3 suppléants. Donc, ce soir, on est là pour fixer le nombre de représentants du personnel au comité technique à 3 titulaires et 3 suppléants. De décider le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants de la collectivité, donc des élus, égal à celui des représentants du personnel, donc 3 titulaires, 3 suppléants, ce qui était avant dans les deux instances, et de décider le recueil par le comité social de l'avis des représentants de la collectivité. Donc, si vous avez des questions, sinon on passe au vote. Pas de questions.
Bien, donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc à voter, à adopter à l'unanimité. On ne se peut pas. Donc rapport numéro 7, donc session amiable des affectations et déclassement d'une partie d'un immeuble appartenant à la commune, 6 place Max Kerr. Donc je passe la parole à Madame Coralie Morvan. Alors, la commune est propriétaire d'un bâtiment cadastré BC 172 d'une superficie de 150 m², 6 place Max Kerr, qui est donc l'ancienne mairie. L'antépénultième. Ce bâtiment donc, comprend au rez-de-chaussée et premier étage, un rez-de-chaussée et un premier étage, et un deuxième étage qui actuellement il y a un appartement qui appartient à 13 habitants. Et complètement au-dessus le beffroi. Donc la commune souhaite vendre cet immeuble à 13 habitats afin de réaliser l'ensemble de l'immeuble pour créer 3 logements sociaux, dont un existant au dernier étage. Cette vente fait partie d'une opération d'ensemble menée par 13 habitants, incluant aussi l'immeuble qui se trouve en face, qui est donc l'immeuble qui se trouve en face, qui est rue Berthelot, c'est ça. Le projet consiste à la réhabilitation et à la réalisation de 3 logements sociaux. Le projet d'ensemble comportera donc 6 logements locatifs sociaux sur les 2 bâtiments. Préalablement à la signature de l'acte de vente, la commune a procédé à la division de la parcelle BC numéro 172 afin de conserver le beffroi dans le domaine public communal. Donc la mairie était installée au rez-de-chaussée et au premier étage, mais l'immeuble n'est à ce jour plus affecté à cet usage, ni à un service public, ni à l'usage direct du public, et qu'il peut donc être déclassé du domaine public. France Domaine a évalué la totalité de l'immeuble pour un prix de 439 000 €. Un bail amphithéotique entre 13 habitats et la commune a été signé le 6 janvier et le 7 février 1994. Ça, c'est vieux. La valeur vénale du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble, libre de toute occupation, de toute location et occupation, a été estimée par France Domaine à 252 000 €. Donc ça, c'est le bas. Et la valeur des droits de la commune sur l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble est estimée par France Domaine à 92 048 €. Et donc, il en résulte que l'évaluation des droits de la ville sur la totalité de l'immeuble est de 344 408 €. La commune étant identifiée comme commune carencée en logements sociaux, et pour assurer la faisabilité du projet, la vente de l'immeuble, greffé du bail amphithéotique sur l'appartement du deuxième étage, se fera à un prix inférieur à la valeur résultant des avis de France Domaine, donc de 150 000 €. Et l'écart, en fait, viendra en déduction de nos pénalités de loi SRU, qui se fera en 2024. Au terme de l'acte de vente de l'ensemble de l'immeuble au profit de 13 habitats, le bail amphithéotique signé en 1994 sera donc résilié partiellement. Donc, l'Assemblée délibérante doit désormais autoriser la vente de ce bien à 13 habitats. Cette cession sera précédée de la signature d'un compromis de vente avec les futurs acquéreurs. Il est proposé à l'Assemblée délibérante de constater que l'immeuble n'est plus affecté aux locaux de la mairie, ni à un service public, ni l'usage direct du public, et de prononcer le déclassement du domaine public en immeuble à détacher et son intégration dans le domaine privé communal. De se prononcer favorablement sur la vente de 13 habitats de cet immeuble, d'autoriser Monsieur le maire à signer le compromis de vente sans conditions habituelles de droit en pareille matière, notamment l'obtention d'un financement bancaire et d'une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours. Et donc d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente. Voilà. Des questions? Ah oui, pardon, des questions. J'ai un peu oublié. Donc nous allons procéder dans le temps. On s'aperçoit qu'une fois de plus, les domaines chiffrent de façon gracieuse. Non, mais c'est juste. On l'avait vécu sur les autres. Donc, on est d'accord là-dessus. Il y a 2 choses qui sont importantes. Moi, je peux vous dire que j'ai les DIA qui arrivent sur mon bureau dès qu'il y a une vente sur Velo.
parmi les deux locaux qu'il y avait, celui d'en face, il y avait des gens qui s'étaient positionnés, c'était des SCI qui, on ne sait même pas où ils sont, et leur but c'était de faire comme le bâtiment, pour ceux qui connaissent la Grande Rue et la rue du Barry qui descend, vous avez le même genre de bâtiment qui fait l'angle entre ça, le Barry et le Château d'If. Les gars, ils ont racheté, il y avait 2 appartements, ils ont fait, je sais pas, peut-être 5 apparts ou 6 apparts pour faire un maximum d'argent. Et c'était exactement ce qui était prévu sur la vente du bâtiment en face de l'antépénultième mairie. La réaction elle est venue de ce fait-là, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des gens qui vont venir sur des tout petits locaux, et moi je sais comment ça se passe dans le village, c'est-à-dire que ce sont des gens du coup qui viennent très peu de temps, donc ils aménagent, ils foutent souvent, ils ne savent pas comment ça se passe dans le village, donc il y a les cartons, il y a des machins, il y a de tout. Ils restent quelques mois, ils repartent, ils remettent les cartons parce qu'ils s'en vont. Parfois même, il y a des meubles qui vont avec, souvent même. Et puis ceux qui arrivent derrière, ça recommence tout le temps. Ça recommence tout le temps, c'est de l'aéro. Moi, je me suis dit qu'en faisant cette préemption à la fois sur ce bâtiment-là et de permettre cette vente-là, ben, ça permettait d'avoir 3 logements, dont un rez-de-chaussée qui sera probablement un PMR, donc handicapé. Même si aujourd'hui c'est pas défini, c'est ce qui était prévu. Sur le bâtiment d'en face, on se trouve dans un bâtiment, certes, qui est un bâtiment historique, et je me suis appuyé aussi sur le fait que 13 Habitat respecte toujours l'histoire du bâtiment quand elle lui donne une deuxième vie, c'est-à-dire que l'idée c'est pas de gommer tout le côté architectural de ce qu'était cette ancienne mairie, mais par contre, elle va faire quelque chose que nous aujourd'hui on n'a pas les moyens de faire, c'est-à-dire refaire les planchers. Pour ceux qui ont été en tant qu'associatifs savent très bien dans quel état est ce logement, et c'est aussi l'assurance que ça ne soit pas finalement une mise en vente qui permettra à des gens de faire encore une fois 4 apparts ou 5 apparts, là où là on va en mettre 2, parce qu'en définitive il y en aura 2 puisque au-dessus il y en a déjà un. Il y en aura 6 au total. Voilà, donc, et c'est aussi, pour ceux qui connaissent un peu, j'imagine que vous connaissez tous cet endroit-là, c'est la possibilité quand même, au moment où on est en train de refaire tout le vieux village et la place Caire, la possibilité de faire quelque chose de propre, là où aujourd'hui les bâtiments sont en décrépitude totale. Si on va sur l'aspect financier, effectivement, c'est pas très cher payé, mais il faut voir que pour nous c'est une belle opération, parce que effectivement le fait de vendre à 13 Habitat un bâtiment en le mettant au prix pour qu'il y ait un équilibre financier pour eux pour faire l'opération, nous, cet argent-là, ce différentiel, c'est ce qu'on va défalquer de nos pénalités et SRU dans 2 ans. Donc c'est aussi une manière pour nous de payer moins cher les pénalités. Donc voilà, c'était, à mon avis, c'était une des meilleures solutions. Et puis honnêtement, entre nous, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse un peu des logements, parce que moi, tous les jours, je reçois des gens et des Voloxiens qui sont dans des situations très compliquées, et c'est toujours un plaisir de leur trouver une solution. Voilà, donc ça aussi, je pense que ça servira aussi à ça. Voilà. Si vous voulez bien, on passe au vote. C'est toi qui le dis, hein, on va procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à la majorité. À l'unanimité, pardon. Pardon? Abstention. Abstention, d'accord, donc j'avais bien dit. 4. 2 avec les supports. 4. Bien, donc rapport numéro 8, donc, approbation de l'avenant numéro 1 à la convention entre la métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Velot de maîtrise d'ouvrage délégué pour des opérations d'aménagement du réseau fluvial à Velot au chemin des Fourques, lotissement Les Olivades. Donc je passe la parole à Madame Coralie Morvan. Alors, le conseil municipal avait approuvé par voie de délibération le 18 mai 2021 la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la métropole et la commune de Velot pour des travaux de réseau d'assainissement des eaux pluviales du lotissement Les Olivades. Dans le cadre de cette convention, la ville a fait exécuter des travaux durant l'été 2021 par l'entreprise mandataire, et donc ces travaux ont coûté 103 046,40 € TTC. Donc la convention est établie sur la base de ce prix. Et au moment de sa notification, le 21 janvier 2019. Et ce contrat, passé sur une durée maximale de 3 ans, prévoit une actualisation des prix calculée à partir d'un index TP. Ainsi, l'actualisation des prix a donné lieu à une facturation supplémentaire de 1 495,49 € TTC, soit 1,45%. Donc à cette fin, il est nécessaire d'amender la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour y inclure cette actualisation de prix.
Donc en fait, là, on demande de voter pour rajouter les 1495,49 € TTC. Y a-t-il des questions? Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté de l'unanimité. Donc rapport numéro 9. Marché de maintenance horticole générale et de propreté et maintenance des réseaux. Donc Madame Coralie Morvan. Alors le marché d'entretien des espaces verts a été réorganisé. Du coup, dans cette réorganisation, on a fait une commission d'appel d'offres il y a quelques temps, je ne sais plus la date. Donc, et on a décomposé le marché des espaces verts en 3 lots. Donc le premier lot qui est la maintenance horticole générale et la propreté sur voirie et maintenance des réseaux d'arrosage. Le lot 2 qui est une prestation de débroussaillage et propreté des voiries et espaces d'accompagnement. Ça concerne beaucoup la colline d'ailleurs. Marché 3, c'est un marché réservé, maintenance horticole générale de la propreté et maintenance des réseaux d'arrosage. Mais là, c'est sur un travail d'insertion avec des personnes handicapées. Donc du coup, les critères de sélection sur cet appel d'offres, il y avait donc une note et la valeur technique de l'offre était de 60% et le prix des prestations était de 40%. Bon, je vais un peu vite parce que du coup, voilà. On a pu avoir sur le lot 1 et 2 deux entreprises sur le lot 1, pardon, deux entreprises qui ont répondu. Donc l'entreprise Bamontel et Star Jardin. Au niveau des notes, c'est l'entreprise Bamontel qui est arrivée avec une note de 82,92, donc qui a été choisie et pour un montant de 76 060 €. Pour ce qui concerne le lot 2, on a eu 4 entreprises qui ont répondu, El Forestier, IE13, Néo Paysage et SRV Bamontel. Nous avons El Forestier qui est arrivé avec la note de 76,96 et pour un montant de 10 796,11 €. Donc c'est l'entreprise qu'on a choisie pour le lot 2. En ce qui concerne le lot numéro 3, on n'a eu qu'un retour, c'est l'entreprise TopSop, donc c'est l'entreprise d'insertion des handicapés. Donc là, on a un montant forfaitaire qui est de 23 800 € hors taxe. Donc le montant du marché étant supérieur à 24 100 €, oui, donc 241 000 €, un passage en conseil municipal est nécessaire. Donc voilà, je vous demande de voter, enfin d'abord de voter pour avoir retenu donc ces 3 entreprises pour ces 3 lots. S'il y a des questions. Pas de questions, nous allons procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je ne peux pas partir. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 10. Donc, au groupement de commandes initié par le syndicat mixte d'énergie du département des Bouches-du-Rhône constitue pour répondre aux besoins de fourniture et acheminement d'énergie ainsi qu'aux travaux, fournitures et services en matière d'efficacité énergétique et d'exploitation énergétique. Je passe à nouveau la parole à Mme Coralie Morvan. C'est la dernière fois, je crois. Alors, depuis le 1er juillet 2004, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Dans ce cadre, l'ensemble des consommateurs, professionnels, personnes publiques et personnes morales de droit privé peuvent se regrouper afin de bénéficier de meilleures offres de marché. À cet effet, le SMED 13, nommé coordonnateur, a constitué un groupement de commandes pour répondre aux besoins récurrents des membres adhérents dans les domaines de la fourniture et l'acheminement d'énergie et des travaux, fournitures et services en matière d'efficacité et d'exploitation énergétique. Bon, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure en fait Yannick. C'est le SMED. C'est le SMED. Son rôle consiste entre autres, à mettre en œuvre dans le respect des règles de la commande publique, les procédures de marché public et d'accords cadres afin de sélectionner les meilleures offres et à assurer l'ensemble des démarches administratives, techniques et réglementaires. Chaque membre du groupement assurant en ce qui concerne la bonne exécution des marchés.
Alors un comité de pilotage composé de représentants de chaque membre pilote ce groupement et est présidé par le coordonnateur qui assistera ce dernier dans l'ensemble de ses missions en collaboration avec des membres du groupement. La commune de Velot, au regard de ses propres besoins, a intérêt à adhérer à ce groupement de commandes. La commune s'engage à communiquer avec précision ses besoins, avec notamment la liste exacte des points de livraison à rattacher au marché, les opérations à réaliser, à inscrire au budget, les dépenses qui la concernent et à informer le coordinateur de tout litige avec un prestataire à l'occasion d'exécution des marchés ou accords cadres. Donc forcément, une indemnisation sera demandée par le SMED chaque année, correspondant aux frais afférents au fonctionnement du groupement, et qu'une participation financière sera également due au titre des marchés et ou accords cadres lancés par le groupement. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de décider de l'adhésion de la commune de Velot au groupement de commandes précité pour la fourniture de l'acheminement d'énergie, les travaux, fournitures et services en matière d'efficacité d'exploitation énergétique, d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes préalablement soumis à son examen et joint en annexe de la convocation. Cette décision valant signature de l'acte constitutif par le maire pour le compte de la commune des notifications de la présente délibération au coordinateur. Autoriser le représentant du coordinateur à signer les marchés, accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Velot, et ce sans distinction de procédure. Autoriser le maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. S'engager à régler les sommes dues aux titulaires des marchés ou accords cadres retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget. Et habiliter le coordinateur à solliciter en tant que de besoin auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité ainsi que les fournisseurs d'énergie l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de Velot. Voilà, on est en plein dedans en ce moment, c'est un peu technique, mais... C'est un syndicat qui est très sollicité en ce moment. Ouais, très sollicité, mais très cadré. Il y a eu une réunion il y a quelques jours, il y a une semaine, 10 jours de ça à Lançon de Provence, où il y a eu énormément de monde, et justement il y a eu toute une étude de fait sur les variations de cours par rapport aux augmentations d'énergie. Le débat était assez ouvert, il y avait certains techniciens qui auraient voulu que le rôle du syndicat du SMED, ce soit plus de jouer les traders en temps réel et acheter et vendre les énergies de cette manière-là, ce qui n'est pas du tout la fonction du SMED, qui est plutôt de faire quelque chose avec une vision à long terme et ce genre de choses. Bon, il se trouve que l'actualité, pour le coup, a dépassé tout le monde. Donc voilà, comme je vous le disais aujourd'hui, malgré qu'on puisse se plaindre d'avoir une augmentation de plus de 100%, encore une fois, je vous dis, il y a des communes qui n'adhèrent pas à des syndicats, qui ont fait ça eux-mêmes et qui se sont retrouvés avec des augmentations de 400%. Donc voilà, je crois qu'à titre indicatif, l'inscription au SMED, je crois que c'est 1 030 € pour 3 ans. Pas vraiment une somme qui nous compte. Bon, après, bien sûr, il y a des négociations. Non, mais c'est ce qui va surtout augmenter, c'est le prix des contrats. C'est ça qui coûte, c'est pas l'inscription au SMED. Mais plus que jamais, je pense que c'est bien d'être groupé pour continuer à travailler ensemble, parce qu'on a plus de moyens de travailler, de mettre aussi de la pression aussi sur le. Parce qu'on est quand même un bon paquet de communes. Je ne sais pas combien on est au SMED, je crois qu'on est... 150. Ouais, on est aux 150, entre 100 et 150 communes. Et donc voilà, ça a quand même plus de poids qu'une commune toute seule qui va négocier avec des vendeurs d'énergie. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 11, donc approbation et signature d'une convention de partenariat avec l'association Culture Mania. Donc, je passe la parole à Madame Nathalie Boll. Notre conseillère municipale déléguée à la culture et au patrimoine. Donc la commune souhaite formaliser le partenariat avec l'association Culture Mania. L'objet principal est de promouvoir et gérer des manifestations et des initiatives relatives à la culture et au patrimoine de la commune. Il s'agit notamment d'intervenir et de participer auprès de la commune à la réception et l'accueil des artistes, la promotion du spectacle vivant, l'accompagnement et la mise en place technique des spectacles. Ce partenariat existe depuis la création de l'espace Nova et la municipalité et l'association ont souhaité formaliser ce partenariat à travers une convention en précisant les modalités.
Cette convention est le fruit d'un travail concerté entre les membres du bureau de l'association et les services municipaux concernés. La durée de la convention est d'1 an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction. Et il est proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la convention jointe à la publication et d'autoriser le maire à la signer. Il y a des questions. On refait une convention avec eux, on l'a toujours fait historiquement. Bon, donc on va procéder donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Donc rapport numéro 12, donc passage au système national d'enregistrement pour les demandes de logements sociaux et probation et signature de la convention. Je passe donc la parole à Madame Fabienne Casolaro. La commune est amenée à gérer des demandes de logements sociaux locatifs et pourrait devenir un service d'enregistrement de la demande de logement social. Les modalités d'adhésion au système national d'enregistrement dénommé SNE des Bouches-du-Rhône sont définies par convention entre la préfecture des Bouches-du-Rhône et la commune. En application de l'article R 441.2.5 du Code de la construction et de l'habitation, cette convention fixe les conditions et les modalités de mise en œuvre du SNE des demandes de logement locatif social dans le département des Bouches-du-Rhône. Cette convention est jointe à la présente délibération, accompagnée de la charte régionale unique. Elle est conclue pour une durée d'1 an, tacitement renouvelable sans excéder une durée maximale de 6 ans. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante que la commune soit identifiée comme service enregistreur au SNE, d'approuver la convention et la charte jointe à la délibération, d'autoriser le maire à signer la convention ainsi que tout document afférent à cette adhésion au SNE. Des questions? Qui s'abstient? Allez. Ah ouais, tu veux tout faire? Nous allons procéder donc au vote. Je vais me retrouver là. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté donc à l'unanimité. Rapport numéro 13. Approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Donc pour avis, rapporteur monsieur le maire. Tout à fait. Donc si on refait l'historique du schéma départemental, je vais vous éviter la lecture de tout ça, mais vous faire un petit résumé bref. En gros, aujourd'hui, l'aire des gens du voyage est une compétence métropolitaine qui a été récupérée. Il y avait une espèce de syndicat, enfin pas une espèce, non, il y avait un syndicat avec plusieurs villes qui se sont mis ensemble pour pouvoir travailler sur une aire d'accueil des gens du voyage intercommunal. Ils avaient même trouvé un terrain, il me semble que c'est pas loin du centre départemental d'entraînement des pompiers, vers la Joséphine. Donc c'est devenu une compétence métropolitaine qui est remontée, pour laquelle nous payons des attributions de compensation, enfin nous payons 13 000 € par an, je crois. Voilà. Depuis donc quelle année? Depuis 2015, donc vous imaginez que ça fait une petite somme. Depuis rien n'a été fait. En attendant, mon prédécesseur s'était servi d'un petit terrain, le terrain qui est donc derrière les autocars berrois, pour faire sous l'autorisation du sous-préfet de Martigues, je crois, de l'époque, une aire provisoire des gens du voyage, ce qui nous permettait de ne plus vivre ce qu'on vivait à l'époque, c'est-à-dire d'avoir les gens du voyage qui s'installaient très régulièrement sur là où on a les cirques aujourd'hui, à cet endroit-là. Et donc on peut dire que de ce côté-là ça a bien fonctionné, parce qu'avec cette décision-là, on n'a plus eu ces stationnements arbitraires, mais on a d'autres problèmes, et notamment, mais ça j'y viendrai après, le passage qui va sur le terrain du Collet de l'Aigle, le fameux terrain du lycée, qui est complètement obstrué déjà par ça, et puis qui fait que on a une situation qui reste une situation intermédiaire, mais qui a tendance à durer un petit peu. Donc aujourd'hui, la métropole revient nous voir en nous demandant par ce courrier finalement d'émettre un avis sur le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Il va nous permettre, si vous voulez, d'acter le fait que le dossier est repris en main et avance, quoi. Aujourd'hui, je pense que les services de la métropole, le fait qu'ils nous envoient ce papier-là, je pense qu'ils sont prêts aujourd'hui, ils sont assez organisés pour commencer à travailler dessus, nous trouver des solutions, et notamment un projet
qui serait un projet intercommunal qui nous permettrait à la fois d'avoir un lieu dédié à ça et porté par la métropole, et puis de libérer aussi un passage qui nous permettra d'accéder plus facilement au collet de l'Aigle, et puis d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, cadré, et puis peut-être mieux organisé structurellement, parce que la ville n'aura pas les moyens de faire aujourd'hui des travaux tous les ans sur un espace qui est voué à disparaître, et donc voilà, il faut qu'on avance, et pour avancer, il faut qu'on émette cet avis sur l'approbation du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 14, donc, donne acte des décisions du maire. Donc, ce rapport ne sera pas soumis à un vote. Donc, au niveau des décisions qui ont été prises depuis la dernière liste que nous avions présentée, il y a différents objets. Il y a une attribution d'accord cadre à bon de commande pour des travaux d'entretien et de rénovation des voiries et des réseaux des réseaux communaux, voilà, de voiries. Donc là, on est dans l'accord dont on parlait tout à l'heure avec le nouveau prestataire pour les travaux qui sera Eurovia. Historiquement, on travaille avec Calvin. Il s'est trouvé qu'il y a eu des appels d'offres, et que Eurovia a été vraiment beaucoup plus intéressant en rapport qualité-prix. Et quand je dis rapport qualité-prix, c'est vraiment aussi au niveau prix, quoi. Il a été décidé de faire un nouveau contrat, en sachant que c'est un contrat qui sera d'abord de 1 an, me semble-t-il, et puis après renouvelable. Donc on a quand même le temps de vérifier du vrai rapport qualité-prix, même si bien entendu les dossiers étaient quand même des dossiers très bien montés et analysés par nos services. Donc on ne part pas non plus à l'aveuglette en se disant on les prend juste parce qu'ils sont moins chers. Hein. Mais voilà, on pourra le vérifier en tout cas sur une année, et une fois que ce sera vérifié, continuer à travailler avec eux. Si le plumage se rapporte au ramage, ou au contraire. C'est un peu ça. Je ne sais pas, peut-être qu'à la LPO, c'est mieux l'ordre. Si c'est le ramage qui est au plumage, je me tais. Demande de subvention pour des travaux de proximité, c'est des 13, donc des travaux de rénovation énergétique, de sécurisation et de valorisation sur les bâtiments publics. Donc ces travaux-là, il y a notamment au Bon Puits, création d'un plafond isolé dans le local associatif. Il y a le centre de loisirs, donc là, avec une rénovation de toit-terrasse. Je ne sais pas si je vous donne les sommes, si vous voulez les sommes. Bon, c'est un peu, les sommes, c'est un peu anecdotique, on n'est pas sur des millions d'euros. Hein. Déplacement du portail côté cuisine à Giono. Une rénovation de réseau en cuisine, reprise du sol, accès cantine à Giono aussi. Une mise en conformité d'alarme intrusion avec 4 sirènes, 4 détecteurs et des batteries à remplacer sur Nova, Couder, Bertin et Jean Jaurès. Une mise en conformité SSI avec 2 ouvrants de désenfumage à Couder, une centrale type 4 plus DM. Alors ne me demandez pas, je n'ai pas mais à Bertin, et une centrale aussi type 4 au tennis. Donc là, on est sur du désenfumage et d'aération. C'est simplement pour être aux normes et en conformité. Donc DM détecteur manuel seulement. Tout à fait. Merci beaucoup. Sur les ST et APM, une amélioration du système de ventilation. À Camus, un portillon et un portail d'accès. À Couder, une création d'un système de ventilation par châssis ouvrant. À Couder, aussi une reprise partielle de la toiture. À Bertin, un confortement de l'étanchéité des huisseries, et à la Tour Musée, une amélioration du système de ventilation. Vous voyez, donc des choses qui sont vraiment dans la même, qui sont vouées à la même chose, hein, c'est-à-dire de l'aération, des systèmes de désenfumage, d'entretien et de la sécurité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils correspondent à ces subventions-là. Au niveau de la vie locale, il y a une convention de mise à disposition de l'espace Nova Association AMNS Tangaï pour la soirée caritative du vendredi 4 mars 2022. Une convention de mise à disposition d'un local municipal pour l'association Croix-Rouge française, puisque la Croix-Rouge qui était à la base positionnée sur l'antépénultième mairie, du coup vont être repositionnés aux 4 tours
Non, ah oui, excusez-moi, parce qu'en fait, on leur a proposé plusieurs endroits et ils ont retenu le clubhouse du tennis où il y a l'ancien clubhouse, tout à fait, parce que le nouveau, ça passerait mal. Hein, c'est ça voilà. Il y a une convention de mise à disposition d'un bureau pour l'association d'accès et de maintien au logement, qui est l'ADAMAL. Une convention de mise à disposition d'un logement à titre précaire. Alors là, on parle d'une personne qui, en plus, depuis, a été relogée et du coup, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on va récupérer, qu'on aura enfin un logement d'urgence. Et en espérant en avoir un deuxième assez vite et voire un troisième. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'on en était dépourvus et je vous garantis que parfois, il y en a besoin. Une attribution de concession au columbarium, cimetière Saint-Martin-le-Bas, une attribution de concession pleine terre, cimetière Saint-Martin-le-Haut, une assignation référée expertise CGL Group, GGL territoire pour la commune de Velo, avec une désignation d'un avocat représentant la commune, et aussi sur un contentieux pénal, sur une affaire avec une désignation d'un avocat représentant la commune. Ce sont des choses qui arrivent très régulièrement. J'ai même envie de vous dire que pour nous, c'est pas si souvent que ça par rapport au nombre de problématiques qu'on peut avoir, mais ça arrive, et quand c'est comme ça, la ville se protège et prend les personnes adéquates pour défendre les intérêts de notre commune. Je profite je vois pour l'attribution d'une concession sur le cimetière qu'il y a une demande de subvention en cours et qu'il y aura probablement du coup une belle subvention, une subvention, jamais assez belle, pour pouvoir travailler sur la réhabilitation du cimetière du haut, je crois celui qui est aujourd'hui le plus abîmé, et dans un second temps il y aura aussi des réhabilitations au niveau du cimetière du bas. Donc pour vous dire que nous sommes aussi très à l'écoute des remontées qu'on nous fait là-dessus, et qu'aujourd'hui on a des choses qui sont... Voilà. S'il y a des questions... Ah oui, c'est pour, donc il n'y a pas de vote. On va passer, si vous voulez bien, aux questions de l'opposition. Pour Velo Ensemble, M. Didier Debarge qui me demande, ou qui nous demande, si le magazine Louliam va continuer à être édité. Donc effectivement, on a beaucoup travaillé parce que nous avons systématiquement 3 magazines qui sortaient chaque année, dont un qui est bien entendu mensuel. Ce support, effectivement, il ne sera plus édité. Parce que commence à être un peu vieillissant, la mise en page et la rédaction était compliquée à mettre en œuvre. C'est aussi, comme je vous disais, c'est peu écologique, il y a des tirages conséquents chaque année, une distribution qui pourrait apparaître polluante. Mais bien entendu, tout ce qui était mis dans ce magazine ne sera pas oublié, les associations ne seront pas lésées, puisque nous allons leur proposer, et nous leur proposons déjà, différents supports de communication, notamment depuis un certain moment nous faisons des vidéos qui sont, je dois dire, par nos services très bien faites. C'est pas voilà, c'est pas moi qui les fais personnellement, donc je peux me permettre de dire qu'ils font du super boulot. Notamment ces vidéos qui s'appellent Paroles d'assaut, on leur donne la parole régulièrement, on les accompagne, qui sont valorisantes, qui sont vraiment beaucoup regardées si on voit au niveau des vues. La première par exemple sur l'Alte TV qui est sortie en janvier avait fait plus de 3000 vues sur internet, et une seconde sera réalisée en avril. Les articles tous les mois dans le Voloxien pour éviter toujours pareil la fracture numérique avec nos anciens, mais pas seulement les anciens, il y a aussi des jeunes qui ne sont pas les adeptes du numérique, avec par exemple un rendez-vous avec l'AREMS en mars, avec l'ACV en avril, et beaucoup d'autres articles qui sont en cours de rédaction. Donc on a aussi l'appui de TV Velo, qui peut également réaliser des vidéos de très bonne qualité sur le tissu associatif, qui ne s'en prive pas, des relais sur nos réseaux sociaux, ce qui est déjà le cas avec Instagram, Twitter, Facebook et TikTok à venir. Et oui, nous sommes modernes à la communication de la ville, et nous nous adressons à tous les publics. Même si personnellement je n'ai pas TikTok, je n'ai jamais. Mais apparemment ça marche bien, donc on essaye de le faire. Donc il y a les relais également sur le site internet de la ville qui est assez dynamique, avec des articles et des agendas. Et puis nous allons avoir aussi un nouveau panneau lumineux qui va arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois. Je vous dis, la décision elle a été prise de n'en préserver qu'un pour des raisons de pollution visuelle et énergétique. Donc on aura un joli panneau qui restera là sur cette avenue.
et qui permettra d'être beaucoup plus précis avec de la bonne qualité d'information, notamment aussi en termes d'action associative. Voilà, et un courrier qui a été fait à destination des associations qui est en cours de rédaction afin de formaliser ces échanges et d'expliquer la démarche, de la relayer pour qu'eux-mêmes sachent venir avec nous et puis nous proposer des choses. Il y aura des choses qui se rajouteront après dans le temps au fur et à mesure que le service com, qui est un peu nouveau puisqu'il a été assez remodelé, prenne bien ses marques et qui permettra aussi d'être en lien direct avec les associations pour pouvoir communiquer sur leurs actions, sur ce qu'elles sont et sur les moyens de les joindre. En gros, on va essayer d'évoluer là-dedans pour être un peu plus en phase avec nos volontés en termes de transition, de dépenses énergétiques et en même temps essayer d'être toujours plus efficace en sachant qu'il nous reste quand même ce Veloxien qui va en plus avoir un nouvel élan puisqu'on travaille dessus et qui pourrait être aussi un bel outil. Voilà. Je rajoute juste là-dessus que c'est vrai que le Veloxien, on en parle, on en a beaucoup parlé avec les conseils de quartier, on en a parlé avec les associations aussi en lien avec la transition et autres, mais il y a une volonté progressive de pouvoir consacrer un numéro de type Veloxien à de l'associatif, de l'associatif en transition, sur des sujets qui seront et qui pourront être travaillés avec des citoyens, tant en termes d'articles, mais que aussi en termes de graphisme, de photos, en fait un numéro qui pourrait être un numéro assez participatif, citoyen. Donc on va le faire de manière progressive, parce que si on le lance aujourd'hui, on n'arrivera pas à fournir, mais c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on travaille de la même manière que dans un second temps, aussi on développera, dès qu'on pourra, du web média, du podcast, pour aussi permettre aux gens de venir faire une autre communication vidéo, plus régulière, et en termes de podcast aussi. Donc on va y travailler dans le... Voilà. Question de vélo en avant. Ce début de mois d'avril, nous sommes surpris de ne pas avoir reçu dans nos lettres le Vivre à vélo réactualisé pour 2022. Qu'en est-il de sa parution? Donc la mise à jour des annuaires et des entreprises, des associations a demandé un énorme travail de fond à chaque pôle qui a été sollicité, puisque effectivement il y avait beaucoup de coquilles qui s'étaient accumulées dans le temps, des mauvaises adresses, et souvent finalement on s'apercevait qu'il y avait il y avait beaucoup de critiques parce que les gens parfois c'était pas à l'image de ce qu'ils attendaient, quoi, à la hauteur de ce qu'ils attendaient. Donc on a voulu prendre le temps de vraiment reprendre bien les choses pour pouvoir avoir les meilleures informations possibles. Bien entendu, vous savez bien que je vous dis ça, et il y aura forcément des coquilles, donc c'est bien, ça vous permettra de pouvoir faire de beaux articles pour le dénoncer. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, mais en tout cas on a pris le temps de le faire. On peut espérer une parution quand Ah ben là, il est parti à l'impression. D'accord. Voilà, donc ça devrait aller vite. Il y a aussi une deuxième chose dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est vrai que les prestataires ont eu des gros problèmes à la fois d'approvisionnement, mais aussi en termes de postes où ils ont eu beaucoup d'absences et de remplacements à faire. En gros, c'est ce qui se passe avec beaucoup de porteurs, notamment, je ne vais pas me répandre là-dessus, mais sur les transports, on a eu des rendez-vous, ils ont le même problème, il y a énormément de problèmes pour arriver aujourd'hui. Voilà, on y est aussi. Voilà. On en est où? Il y a eu un changement de prestataire, donc c'est ce que je vous disais, la refonte. Voilà, donc le Vivre à vélo est parti à l'impression. Il vous sera distribué dans les jours, semaines à venir. Autre question. À l'heure où les associations sportives sont mises en avant dans le Veloxien, qu'en est-il de la création du service des sports cité dans le programme de l'aventure citoyenne? Donc moi, ce qui me rassure, c'est que dans ce que vous dites, ça rejoint déjà ce que je vous disais précédemment sur le travail fait avec les associations, c'est que vous vous êtes vous aussi aperçu qu'elles sont bien mises en avant dans le Veloxien. En termes de création du service des sports, j'ai envie de vous dire, oui, effectivement, c'est dans le projet, on fait beaucoup de choses là-dessus, et comme je vous l'ai dit précédemment, aujourd'hui, on a des soucis à maintenir tous nos services à poste constant, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup d'absences jusqu'à aujourd'hui. On a une nouvelle personne qui en plus devrait arriver puisqu'on a un départ sur ce poste-là. Donc c'est quelque chose qui est géré aujourd'hui par contre de main de maître par Gabriel, qui a quand même un peu d'expertise sur le dossier, et qui est aussi aidé là-dedans par Ludovic Laforêt, qui passe beaucoup de temps avec les associations. Et aussi dans notre programme, puisque vous nous dites bien que vous
vous y êtes bien attaché à le disséquer. C'est vrai qu'il y avait aussi la mise en avant des sportifs et des exploits sportifs et de nos jeunes aussi. C'est quelque chose qu'on fait. On parlait de films, il y a des films qui ont déjà été faits, mais d'autres qui vont arriver sur des sportifs sur vélo. Il y a des actions qui vont être faites aussi sur des équipes de foot, de volley et autres qui sont en train aujourd'hui, on va plutôt des jeunes qui sont en train aujourd'hui d'avoir des excellents résultats, qui vont même monter de catégorie. La ville est en train de réfléchir pour pouvoir les accompagner avec notamment peut-être des équipements, des choses comme ça, pour les mettre en avant, et il y aura toutes ces choses-là, ou bien entendu vous serez associés lorsqu'il y aura des événements pour les mettre en valeur. Et pour terminer, je veux aussi souligner le travail de nos services, et notamment de Jean-Baptiste Blache, là, qui travaille aux écoles et qui nous aide aussi là-dessus, et qui, grâce au montage d'un dossier qu'on a monté, nous a permis d'obtenir la participation à Terre de Jeux 2024, qui est organisée par le département. Donc Velo fera partie de Terre de Jeux, et donc il y aura forcément des actions mises en œuvre lors des préparations et des Jeux Olympiques qui auront lieu, en fonction de ce qu'on peut apporter en termes d'équipement, et eux en fonction du temps qu'ils pourront mettre pour venir nous voir. Ça, c'est une super nouvelle, on va communiquer là-dessus. On attendait d'être sûr du résultat, mais on sait qu'on l'a obtenu. Donc voilà, c'est des choses. Après, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Gabriel. Je ne vais pas m'étendre, notamment il y a un petit jeune de vélo qui va partir faire les championnats du monde, donc on va le suivre, ce domaine-là. Rapidement, il y a le syndicat initiative d'Aix avec la métropole et la fédération des randonnées qui sont en train de créer un nouveau GR qui est sur le département, c'est-à-dire ils ont fait ça en 3 pétales, Est, Nord et Ouest. C'est un circuit de 450 km avec 32 communes impactées par l'arrivée. Donc ils nous proposent donc, à chaque commune, sachant que ce GR va passer à côté de vélo, il faut les vélos, donc va arriver au cimetière. Donc à chaque commune de faire un circuit. Exactement. C'était une bonne idée. En fait, c'était une arrivée et un départ. Et c'est pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait absolument réhabiliter le cimetière du Haut. C'est quand même l'arrivée du GR, officiel. On avait besoin de silence pour travailler. Et donc il y aura un circuit local qui sera donc rattaché à ce GR pour faire une variante. Donc ce circuit a été déjà, comment dirais-je, on a déjà fait le circuit de 11 km qu'on a fait rapidement parce qu'il faut finaliser tout ça avant l'été. Et donc ce circuit local va être donc rattaché à ce GR et donc sera également référencé au niveau de la Fédération française de randonnée, donc il sera sur tous les documents. Et donc la suite, ce sera après de faire des différents, et là-dessus on a créé un groupe de travail pour créer des circuits de randonnée, de promenade, sachant qu'il y a beaucoup de voloxiers ou nouveaux voloxiers qui se promènent dans le village et en dehors du village, mais ne connaissant pas le coin, ils ne s'aventurent pas, donc ça leur permettra d'aller plus loin dans leur promenade. Voilà. Alors bien entendu, ça ne répond pas tout à fait à votre question, mais ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, c'est pas évident de créer. Enfin, je vous rappelle qu'on a quand même créé un poste avec une chargée de mission qui travaille sur la mobilité, parce que c'est un problème qui, pour nous, nous saute aujourd'hui aux yeux. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. On a aussi quelqu'un qui est venu travailler sur l'alimentation durable. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont pu se déplacer pour venir à Festicité, l'opération qui a eu lieu à la NPT, on a été très bien accueillis d'ailleurs. Hein. Toute discrétion. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ils y étaient présents et ils permettent de jouer leur partition pour qu'on puisse avancer sur ces dossiers-là. Et malheureusement, on ne peut pas aujourd'hui, avec ce qui vous a été exposé financièrement, renforcer tous les services. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une belle complémentarité entre tous les agents qui les ont rejoints, et notamment, c'est pour ça que je prenais l'exemple du projet Terre de Jeux qui a été monté par un agent qui travaille sur les écoles, mais qui a aussi participé à ça avec les élus. Donc dès qu'on pourra, on le fera financièrement, mais en attendant, on n'est pas en reste pour répondre à d'autres choses qui mettront en avant nos jeunes et moins jeunes sportifs. Ils sont bien accompagnés. À l'aube de la période estivale et des animations si chères aux Voloxiens, qu'en est-il du comité des fêtes et de son action auprès de la municipalité en termes de programmation post-Covid? Donc le comité des fêtes, il vient juste de se restructurer avec un nouveau président, Éric Bonomo,
une nouvelle équipe très motivée, des anciens qui y étaient déjà. Ils ont déjà planifié plusieurs manifestations. Ce matin d'ailleurs on travaillait sur la planification de tous les événements de l'été. Franchement, même moi j'ai été surpris. Il y aura de quoi faire. Voilà, je pense que oui, il y a une belle dynamique. Et on aura une information quand? Sur ce qui va se faire, déjà on essayait d'être sûr de pouvoir le faire avant d'annoncer. Donc on a vérifié justement avec les associations ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles proposaient de faire. Nous on regarde techniquement et au niveau de la sécurité ce qu'on peut aussi encadrer. Aujourd'hui je pense qu'on a défini un bon compromis de tout ce qu'on allait faire. Je pense, et il y avait la communication qui était là, et maintenant eux ils vont travailler sur la manière de communiquer dessus. Je pense qu'on va faire un... Hein? Oui, dès le Voloxien de mois de juin, il y aura toutes les informations. Et oui, non, ce que je peux vous dire, voilà, on va refaire une Saint-Éloi sur la place Caire. Bon, même si il y aura peut-être encore des petits trucs qui gênent, mais on s'en fout, on s'y fera. Il y aura, voilà, il y a plein de petites choses. Il y a des petites choses anciennes qui vont revenir progressivement. Il y aura des petites touches traditionnelles qui se mettront dans un ensemble très moderne, et il y avait vraiment cette volonté aussi de faire venir un peu des jeunes Voloxiens, et d'après les retours que j'ai aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes Voloxiens qui commencent à venir pour pouvoir travailler sur des projets. Donc voilà, on va suivre ça avec beaucoup de bienveillance, mais je pense que cet été il y aura des jolies choses. Voilà, si vous avez d'autres questions sur cet été, n'hésitez pas. Ensuite, les services de la commune ont-ils réfléchi à une solution alternative à la circulation au regard de l'arrivée des futurs habitants? On avait quand même pris une charge de mission pour travailler sur pour les problématiques de mobilité. Elle a deux axes de travail, un qui est plus intercommunal avec un vrai axe de traversée de notre commune pour le travail le matin, et ça c'est quelque chose qu'on va travailler, qu'on a déjà commencé à travailler avec les communes qui nous entourent. Pour ce qui concerne l'intramuros, effectivement, le parti pris c'est de faire ça de manière avec une étude qui soit vraiment globale sur la ville. C'est pour ça qu'on a lancé une concertation assez large. On espérait avoir 150, 200 retours. On est à plus de 300 je crois. Donc 303. Exactement. Donc voilà, c'est bien, c'est pas mal, c'est même très bien. Et ça aborde tous les problèmes à la fois géographiquement de tous les endroits, problèmes de sécurité, problèmes de circulation, et il y a notamment ce quartier dont vous me parlez. Il y a pas mal de choses qui se recoupent, donc je pense qu'on a commencé à étudier le résultat de tout ça. C'est le travail de Lucie qui travaille là-dessus. Il y aura bien entendu une présentation publique de tout ce qui ressortira de ces travaux-là. On travaille conjointement avec l'OPA, donc l'agence d'urbanisme du Pays d'Aix, avec le CEREMA, qui nous accompagne aussi, et d'autres. Aujourd'hui, on a trouvé aussi d'autres associations qui nous aident pour travailler sur ces spécificités. D'ailleurs, je vous invite fortement à participer à la réunion publique qui aura lieu le 26 avril, où il y aura une première restitution et où tout ce qui ressortira pourra non seulement être discuté, être applaudi, non je pense pas, mais dans le pire des cas aussi être amendé par des remarques, et l'idée c'est qu'on voudrait avoir quelque chose qui tienne la route pour cet été, voire pour la rentrée, pour passer à l'étape numéro 2 qui sera la mise en œuvre à la fois structurelle, technique, mais aussi financière, pour faire comme une instar de ça sera un financement métropolitain. Alors, il peut y avoir des subventions de l'État. Oui, enfin, quand je dis métropolitain, c'est pas la commune qui va pouvoir se permettre de... Alors la commune participera, mais effectivement, le but avec ce plan-là, c'est qu'on est beaucoup plus à l'aise pour proposer un vrai projet qui tient la route et qui soit surtout... D'ailleurs, on a une réunion qui est programmée déjà avec les services du département là-dessus, dans la métropole. Voilà, et le département aussi avec madame... donc on y travaille, on les prépare, on leur annonce qu'on est en train de faire un beau travail vraiment complet. Comme ça, eux-mêmes, ils ont envie d'y participer. Et c'est pour ça que l'intérêt d'avoir une personne qui travaille que là-dessus, c'est vraiment un gain de temps et c'est beaucoup d'efficacité là-dessus. Bien entendu, on reviendra vite après pour proposer un projet qui tiendra compte à la fois. Après, on n'est pas magicien, hein. On connaît cette route. Un pont qui va passer du clos, qui va passer de l'autre côté et qui nous amène vers le rond-point de Coudoux, ça n'existera pas, c'est très compliqué. Bon, une passerelle c'est faisable. Une passerelle, ouais. Alors je vous tiendrai au courant, il y a eu une première présentation par le CIVOM, le syndicat intercommunal, sur les fameuses passerelles.
je vous garantis qu'aujourd'hui, même eux, ils n'arrivent pas à nous dire combien ça va coûter, tellement il y a des incertitudes en termes hydrauliques. Encore une fois, c'est pas ma compétence de base, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus. Donc si nous, en attendant, on trouve une possibilité pour faire une belle voirie avec de la place pour le vélo et peut-être ce qu'il faut au niveau sécurité, bah déjà, on aura l'occasion d'échanger là-dessus, mais en tout cas, on travaille là-dessus. Et je crois que nous avons terminé. Donc, ou alors je reprends. Mais bon, donc, s'il n'y a pas de questions, je vais je vous remercie. Je pense qu'on a fait ça très bien. Merci à nos services qui nous permettent de paraître bons et d'aller vite. Et merci aux élus d'être présents. Et merci à vous d'avoir filmé et d'être toujours là. Merci à vous, bonne soirée, bon match. Bonne soirée.